Donc, pour ne pas vous surprendre, le sujet, c'est donc de discuter de l'origine, alors selon le bout par lequel on prend, de la domination masculine ou de l'oppression des femmes, enfin c'est quand même la même chose, de savoir donc à quelle époque ça remonte, à quoi on peut l'attribuer, à quels facteurs on peut l'attribuer. Et puis, comme j'ai cru comprendre que dans la salle, il y avait un certain nombre de militants, voire de marxistes, etc., d'après ce qu'on m'a dit, si j'étais bien renseigné, évidemment, du coup, je vais faire ce que je ne fais pas toujours dans d'autres circonstances, mais enfin, de discuter très clairement de... et du coup, pour les marxistes, ça change quoi, ça pose quel problème, etc., etc. Donc, j'espère avoir le temps d'aller jusqu'au bout de mon affaire. Donc, il y a un peu deux aspects dans cette affaire. C'est qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé, voilà, quels sont les faits, sur quelle base on peut les établir, et éventuellement, je vais tuer le suspense d'entrée de jeu. C'est comme pour ceux qui connaissent Colombo, vous savez, on vous dit l'assassin du début, mais après c'est intéressant quand même, parce qu'il faut savoir comment il s'y est pris. Enfin, voilà. Donc là, évidemment, à mon avis, il faut renouveler ou changer les raisonnements marxistes de la fin du 19e siècle, parce que tout simplement, il y a des nouvelles connaissances qui sont arrivées depuis et qui font qu'on ne peut pas en rester à ce qu'on disait à l'époque, et qu'on avait à l'époque bien raison de dire sur la base de ce qu'on savait. Voilà. Mais du coup, encore une fois, en quoi tout ça, ça change quelque chose, quoi, jusqu'à quel point. Bref. Donc pour commencer, peut-être le plus gros du topo, c'est qu'est-ce qu'on sait, comment on le sait. Alors, quand on se met à raisonner sur donc un passé a priori lointain, enfin de toute façon, les engueulades c'est entre très lointain et très 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 lointain, hein, parce que tout le monde est bien d'accord que la domination masculine ça date pas d'hier, et que dans au moins, disons, les sociétés occidentales, c'est plusieurs milliers d'années. Mais quand vous êtes préhistorien, voire éthologue, voire paléontologue, etc., quelques milliers d'années, c'est que dalle. Et donc les autres disent, oui, mais si c'est des dizaines, des centaines, des millions d'années, etc., c'est, enfin des dizaines de milliers, des centaines de milliers ou des millions, c'est pas la même chose. Donc, première question, comment est-ce qu'on peut accéder à ce passé, sachant que par définition, il n'est plus là, quelles éventuelles traces il a laissées. Voilà. Alors on peut en fait attaquer le problème par 4 bouts. Voilà. On a 4 séries d'indices. Le premier, c'est de faire ce qu'on appelle le l'éthologie, c'est-à-dire d'étudier les animaux, et en particulier nos plus proches cousins. Enfin, je pense que tout le monde ici, que personne ne s'oppose à la vision darwiniste et matérialiste, et que donc, voilà, on a des cousins proches, et en regardant la gueule de la famille, on peut quand même avoir une petite idée d'où on vient. Voilà, première série d'indices. Deuxième série d'indices, évidemment, tout ça laisse des traces matérielles. Et donc, fouillons le sol, creusons profond et allons voir ce que nous disent les traces matérielles des rapports entre les hommes et les femmes à une époque lointaine, très lointaine, très très lointaine, très 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 lointaine, etc. Troisième série d'indices, on a des sociétés observées, alors je vais dire aujourd'hui, en fait c'est pas aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui elles sont dans un triste état, enfin celles qui existent encore, mais on va dire dans les 3-4 derniers siècles, par des gens qui écrivaient, et qui donc ont raconté un certain nombre de choses sur des sociétés qui n'écrivaient pas. Tout ça, ça forme les données ethnologiques, et comme c'est des sociétés avec lesquelles on peut dire qu'il y a quand même, c'est un peu comme les singes, etc., c'est pas nous, mais enfin, ça nous dit des choses sur nous, les sociétés étudiées en ethno, c'est pas les sociétés de l'époque de Lascaux, mais il y a quand même des chances que ça puisse y ressembler par certains côtés, et on essaye de faire des raisonnements à partir de... Et puis enfin, quatrième catégorie d'indices, limite, toutes les sociétés humaines racontent des histoires sur comment c'était avant, pourquoi le monde il est comme ça et pas autrement, etc. Étudions ces histoires, on peut peut-être en apprendre quelque chose. Voilà. Alors, je vais commencer par, récapituler l'histoire, enfin vite fait, hein, mais l'histoire d'une théorie. Alors je vais englober ça sous le grand terme de matriarcat primitif, sachant que là-dedans il y a plein de nuances, plein de choses différentes, etc. Mais enfin, on pourrait le dire autrement, toutes les idées qui ont dit que finalement la domination masculine c'était quelque chose de récent. Alors encore une fois, récent à l'échelle de l'évolution préhistorique. Hein, voilà. Donc tous les gens qui, avec des arguments divers et variés, ont dit fut un temps où dans l'humanité, il n'y avait pas de domination masculine. Alors après, il y a des nuances, il y en a qui disent qu'il n'y avait pas de domination du tout, c'était très équilibré entre les sexes. Il y en a qui ont dit carrément c'était les femmes qui dominaient, etc. Mais voilà, moi je rassemble ça tout dans le même sac.
Donc, quelles sont ces idées concernant le matriarcat primitif et disons ce qui s'en rattache? Alors, là aussi, je pense que dans la salle, nombreux sont ceux qui ont croisé l'écrit d'Engels et qui, au moins donc par contre-coup, ont entendu parler de deux autres noms dont je vais parler ici. Le premier, c'est un Suisse, un juriste suisse qui s'appelle Barhofen, pardon, ouais, excusez-moi, et qui donc, en gros, jette un gros pavé, c'est le cas de le dire, c'est un énorme bouquin, jette un gros pavé dans la mare en 1860 en disant, ben voilà, donc son livre s'appelle Le droit maternel, quand on le traduit, mais ça parle, j'y reviendrai, de la gynécocratie. Alors, gynécocratie, je sais qu'on a des spécialistes en grec ancien ici, mais voilà, c'est donc le pouvoir des femmes, ça serait d'ailleurs plus juste que matriarcat, même si c'est ce mot-là qui est resté. Donc il y a Bachofen qui commence par un premier bouquin et un ethnologue qui s'appelle Lewis Morgan et qui va à la fois lire Bachofen et trouver ça très intéressant et étudier un peuple aux États-Unis, enfin oui aux États-Unis, il s'appelle les Iroquois, et dire en gros ce que Bachofen a établi par le raisonnement, c'est dingue, moi je le retrouve en vrai vivant chez les Iroquois, donc vous voyez ça marche, etc. Et là derrière, vous ne le savez peut-être pas tous, mais enfin j'imagine que vous êtes nombreux à le savoir. Engels donc tombe, enfin Marx d'abord, Engels ensuite, tombe sur les écrits de Morgan, etc. et ramasse ça dans un petit livre dont la première partie est en gros un résumé des idées de Morgan et la deuxième partie étant davantage les idées de Marx et Engels sur la situation des femmes sous le capitalisme et l'avenir. Voilà. Alors, je dis ça, mais ceux qui prennent en photo le PowerPoint, vous ne tracassez pas, si tu me le demandes, je te l'envoie. Hein, y a pas de... À moins que tu veuilles que je sois dessus pour... Là, ça se négocie très très cher. Alors, quels sont les arguments? Alors, le premier argument de Bachofen, ce sont les mythes. C'est-à-dire, en gros, si on voulait résumer, il n'y a pas de fumée sans feu. Si une société raconte quelque chose en disant « jadis, dans un lointain passé, les choses étaient comme ci, comme ça », et puis ben, ça c'est fini, ça fait. Vous pouvez penser qu'elle enjolive, qu'elle affabule un peu, etc. Enfin, elle enjolive, mais elle affabule pas. Donc, il y a forcément quelque chose de vrai dans les histoires que racontent les gens, que racontent les sociétés. C'est ça l'idée de Bachofen. Et donc, les Grecs anciens racontent que, jadis, les femmes, comment dire, en particulier chez le peuple des Amazones, c'est le plus connu, c'est celui que j'ai représenté. Alors là, c'est carrément les femmes sont armées, les hommes servent en gros de sacs de sperme, voilà, ils décident de rien. Enfin, c'est vraiment la domination féminine poussée à son extrême. Et donc, Bachofen dit, il y a du vrai là-dedans. Enfin, ça s'est vraiment passé l'Amazonat. Sinon, il raconterait pas. Et puis, d'une manière plus générale, il interprète les mythes, en particulier le mythe d'Oreste, en disant, si on le lit bien, si on lit en filigrane, c'est le triomphe des déesses, des dieux paternels sur les déesses maternelles, etc. Et ça nous raconte quelque chose qui s'est vraiment passé, hein, un lointain passé. Jadis, les femmes, comment dire, la société grecque était organisée avec une certaine prééminence des femmes, et j'y reviendrai, la filiation en ligne féminine. Donc, quand vous étiez un enfant, mâle ou femelle, vous héritiez votre statut de votre mère et pas de votre père, etc. etc. Alors, je l'ai dit au passage, donc Morgan, lui, étudie des Indiens. Alors, c'est pas du tout les Indiens des westerns, hein. Ils n'ont pas de chevaux. Soit dit en passant, les Indiens des westerns, ils n'avaient pas des chevaux depuis très longtemps, hein, parce que les chevaux sont arrivés avec les Blancs. Hein. Donc, jusqu'en 1600, il n'y a pas un seul Indien d'Amérique du Nord qui a des chevaux. Hein. Voilà. Donc, en tous les cas, les Iroquois sont des villageois, sont des agriculteurs, même s'ils font aussi de la chasse et de la guerre, on y reviendra éventuellement. Ils vivent dans des grands villages palissadés, parce que justement, les voisins ne sont pas toujours très aimables, et dans des immenses maisons, qu'on appelle les maisons longues, où il y a, alors qui font 40, 50, 60, 80 mètres de long, et qui sont en appartement, c'est HLM, hein, voilà, séparés en appartements où il y a différentes familles. Voilà. Et ces familles sont toutes en ligne féminine, c'est-à-dire que dans la même grande maison, vous avez une femme, ses sœurs, ses cousines, ses tantes, sa mère, etc., etc. Et par contre, les hommes, eux, ils viennent d'un peu partout, d'autres villages, etc., etc. Et ce sont les femmes qui possèdent les maisons, ce sont les femmes qui possèdent les droits sur les réserves de grains, etc., etc. Bref, ça donne aux femmes iroquoises un certain point d'appui
qui étonne évidemment tous les... Alors Morgan n'est pas du tout le premier à le dire, hein, les Iroquois, on a de l'ethnographie sur eux depuis le XVIIe siècle, parce qu'il y a les jésuites qui y allaient pour essayer de les christianiser. Il y a 54 tomes sur Internet de rapports des jésuites qui racontent tout ça, et où tout le monde a toujours dit que voilà, chez les Iroquois, les femmes avaient quand même un statut, et en particulier, donc truc qui vraiment frappe les gens au XIXe siècle, la femme iroquoise, si elle veut divorcer, elle prend les affaires du bonhomme, elle les met sur le pas de la porte, le mec rentre à la maison, aïe, il sait ce que ça veut dire, il n'a plus qu'à se barrer chez sa mère, etc. Voilà. Et ça, comment dire, chez s'il faut dire un bourgeois, mais enfin des gens du 19e siècle, etc., c'était quand même un truc... voilà. Alors, le raisonnement de Morgan, c'est de dire que le cas iroquois, ça c'est absolument le point central, le cas iroquois, c'est le cas général, c'est le cas représentatif. Si vous avez ce niveau-là d'économie, si vous êtes des petits agriculteurs avec très peu d'inégalité de richesse, etc., on dirait en termes modernes, en gros, vous êtes des néolithiques. Hein. Vous avez l'agriculture, puis vous n'êtes pas encore passé à la suite, l'élevage, aux métaux, etc. En gros, vous avez des rapports d'une part égalitaires entre les gens, il n'y a pas de riches, de pauvres, etc. Comment dire, faudrait y voir de plus près chez les Iroquois, il y a quand même des esclaves, hein, bon, voilà. Mais voilà, et vous avez par ailleurs des rapports égalitaires entre hommes et femmes, la preuve, les Iroquois. Donc. Alors de temps en temps, on voit encore dans les magazines, dans des reportages télé ou des choses comme ça, la dernière société matriarcale dans le monde, telle et telle, quand vous voulez vendre un peu de papier, hein, ça marche toujours. Une candidate fréquente, c'est un peuple tibétain, qui est dans les frontières de la Chine, mais en fait culturellement c'est des Tibétains, qui s'appellent, ils ont plusieurs noms, les Na, les Mozuo, etc. Et alors eux, ils avaient une originalité quand même pas banale dans l'humanité, ils n'avaient pas le mariage, traditionnellement. Et donc, n'ayant pas le mariage, le statut de mari n'existait pas, de même que le statut de père. Donc ça c'est un truc, c'est le corbeau blanc, quoi. Enfin, vous voyez, c'est le truc, il n'y en a pas deux, quoi. Voilà. Donc, ceux-là sont souvent cités. Alors, comment ça se passait? Les femmes vivent, donc pareil, un peu à l'iroquoise, hein. C'est elles qui ont les maisons, c'est elles qui ont l'économie domestique, etc. Elles vivent avec leurs frères, et la nuit, les frères vont voir leurs amantes, leurs compagnes, je ne sais pas comment il faut dire, mais avec qui ils ne passent pas le reste de la journée. Ils y vont pour la nuit, etc. etc. Voilà. C'était ça. Et souvent, on vous dit, Léna, voilà, ça prouve bien que le matriarcat, ça existe, il n'y a pas que les Iroquois, etc. Il y a quelques autres exemples qu'on sort régulièrement, mais enfin, ceux-là, c'est les plus saillants. Donc, si on veut résumer tout ça, je vais vite, parce que, encore une fois, j'imagine que pas mal d'entre vous ont vu passer ces affaires-là. Si on fait les périodes de la préhistoire et de l'humanité à grands coups de hache, alors je pense qu'il y a les poly-taillés, voilà, mais enfin, en disant on sépare en trois, donc à l'époque de Morgan, on parlait avec des termes qui ont vieilli, on disait c'est la sauvagerie, la barbarie, la civilisation. Alors on dit bon, on abandonne ça, voilà. C'était pas forcément, comment dire, péjoratif. Hein. Enfin, quand vous lisez et Morgan et Engels sur la barbarie, c'est au contraire, ça finit en disant que nous retrouvions un jour les valeurs glorieuses de... Enfin, je cite pas par cœur, mais enfin voilà, c'était pas du tout dépréciatif. Toujours est-il, sauvagerie, ça voulait étymologiquement dire les gens qui vivent dans les forêts. Et donc pourquoi ils vivent dans les forêts? Parce qu'ils ne font pas d'agriculture, et en fait c'est les chasseurs-cueilleurs, hein, les sauvages. Les barbares, c'était le mot qu'on avait volé aux Grecs anciens, c'est ceux qui ont de l'agriculture, mais qui n'ont pas la cité, autrement dit qui n'ont pas l'État. Voilà, donc les Iroquois sont des barbares, hein, dans cette classification-là. Puis la civilisation, c'est tous les délices que sont l'écriture, la vie urbaine, l'État, les classes sociales, etc. etc. Et donc la grande idée qui commence chez Bachofen, qui continue chez Morgan et qui est reprise ensuite par Engels, c'est il y a un moment où ça bascule. La situation initiale, c'est une situation où les femmes ont, alors selon les auteurs, vous voyez, Bachofen, il est à fond matriarcat. Hein. Engels, lisez bien le texte, il n'y a pas une seule fois le mot dedans. Hein, donc il ne parle jamais de matriarcat, Engels, mais il dit des choses comme l'oppression d'un sexe par un autre est inconnue dans toute la préhistoire. Il y a une phrase comme ça. Il parle de la prédominance des femmes dans l'économie communiste domestique. Donc vous voyez, on sent un truc qui est quelque part entre l'équilibre et une certaine prédominance féminine. Pas domination, il dit prédominance, mais enfin vous voyez que là, on est en train de faire
On fait du réglage fin, là, hein, vous voyez, c'est ça l'idée. En tous les cas, pas de domination masculine avant une époque tardive. Et l'époque tardive, donc que Engels situe à l'aube des sociétés de classe, c'est même pas le néolithique, c'est plus tard, c'est la fin de l'âge des métaux. C'est au moment où les hommes accumulent plein de richesses sous forme d'animaux de trait, sous forme d'esclaves, etc. Et comme les hommes veulent pouvoir transmettre ces richesses à leurs enfants, crac, ils changent le système de filiation. Fini la matrilinéarité, on passe à la patrilinéarité, et fini la domination des femmes, les femmes deviennent subordonnées, etc. Et c'est là que la domination masculine se met en place. Alors, j'y reviendrai évidemment sur tout ça, puisque là encore, à nouveau, pour tuer une deuxième fois le suspense déjà mort, je pense que tout ça a pris un gros coup de vieux, hein, mais voilà. Mais avant ça, quand même d'autres moutures de ces idées-là, avec d'autres arguments. Alors dans les années 50-60, c'est pas tellement le courant marxiste qui a reparlé de ça, mais c'est des archéologues, en particulier un type qui s'appelle James Mellart, c'est le mec qui a fouillé Çatalhöyük, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, qui est un village néolithique quelque part dans l'actuelle Turquie, voilà, qui a été une découverte absolument extraordinaire, et une archéologue d'origine lituanienne, mais qui a fait sa carrière aux États-Unis, qui s'appelle Gimbutas, et qui a popularisé l'idée d'une vieille Europe avec une religion qui honorait une grande déesse. Voilà. Et comme un peuple qui honore la grande déesse, forcément, c'est que les femmes ont un rôle prééminent, etc., etc. Et cette vieille Europe, est tombée à l'âge du bronze sous les coups des cavaliers venus des steppes d'Asie centrale, etc. Alors, je dis ça en passant, mais Gimbutas, donc matriarcat primitif, féministe, progressiste, tout ce que vous voulez, en réalité, elle avait des sympathies assez marquées à l'extrême droite, et le coup de la vieille civilisation européenne vachement bien, qui était tombée sous les coups des barbares venus des steppes d'Asie, vous voyez, c'était en fait, voilà, tous ces trucs-là, il faut se méfier de comment on le... Bref, donc l'argument de Mellart et Gimbutas, c'était beaucoup un argument archéologique, en particulier des statuettes. Alors Gimbutas parlait aussi de signes, je ne les ai pas mis. Une spirale, c'était un signe féminin. Un machin, c'était un signe féminin. Enfin, vous voyez, là, c'était vraiment le open bar de l'interprétation gratuite. Mais par contre, les statuettes, c'est vrai. On a des statuettes à la fois à l'époque paléolithique, l'époque de Lascaux et bien avant, et de Chauvet. Et puis on a des statuettes comme celle de droite, elle est trouvée à Çatalhöyük, néolithique. Et dans certains endroits, c'est vrai qu'il y a beaucoup de statuettes féminines. Et donc, après tout, pourquoi pas, est-ce que c'est pas un signe que dans ces sociétés-là, les femmes avaient un rôle prééminent. Et puis, ces dernières années, on a vu un certain nombre de productions, alors en partie scientifiques, en partie destinées au grand public, qui ont repris ce thème de manière assez insistante, avec cette fois-ci la nuance, en gros, donc il n'y avait pas de domination masculine avant le néolithique, et c'est ça la nuance nouvelle, il n'y avait pas de division sexuée du travail. Les femmes, elles bossaient comme les hommes, elles n'avaient pas d'interdit, elles n'avaient pas de tout ce qui pouvait les entraver dans les sociétés futures, etc. Et en particulier, le grand truc, c'est les femmes chassaient, y compris chassaient le mammouth, chassaient, etc. Et donc ça prouve bien que les femmes n'étaient pas opprimées à cette époque-là. L'adjectif, la tarte à la crème absolue, que vous êtes sûr que ça va sortir dès qu'il y a ces auteurs ou ces bouquins qui sont mentionnés, c'est les femmes étaient puissantes. Voilà. Donc ça, le coup de la femme puissante au paléolithique. Voilà. Donc alors j'ai mis Marilène Patoumatis, qui est donc une préhistorienne française, et le bouquin Lady Sapiens, qui a été à la fois, un bouquin, un docu sur Arte et un jeu vidéo. Ils ont sorti les trois d'un coup. Voilà. Alors ça s'appuie en particulier sur quelques articles scientifiques qui ont fait le buzz, dont un qui avait trouvé, ou prétendu trouver, on y reviendra, les restes d'une chasseuse dans les Andes péruviennes d'il y a 9000 ans, etc. Vous voyez que sur l'illustration, ils n'ont pas pu s'empêcher de la fringuer en rose, quand même. Le progressisme, des fois, c'est... Alors, comme... vous avez même pas eu à le deviner parce que je l'ai dit d'entrée de jeu, moi tout ça ne me convainc pas. Quand je dis moi, je suis pas le seul. C'est des questions qui sont un peu ouvertes dans le milieu scientifique.
Mais enfin, pas tant que ça quand même si évidemment, d'un pays à l'autre, d'une discipline à l'autre, etc., les avis sont des fois un peu partagés. En tous les cas, ben moi évidemment, je ne vais pas jouer la fausse neutralité, je vais expliquer les arguments qui, moi, m'ont convaincu, parce que, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais enfin moi au départ, Engels, tout ça, j'étais d'accord, enfin comment dire, j'avais lu que lui, alors forcément, et après je suis tombé sur des trucs qui m'ont fait me gratter la tête, et c'est comme ça que j'ai fini devant vous aujourd'hui. Enfin, vous voyez, alors, premier point, il y a un problème de vocabulaire dans cette affaire. Le mot de matriarcat, selon les gens et les contextes, veut tout dire et rien dire. Alors peut-être pas tout, mais enfin beaucoup de choses. Alors, au sens strict, le matriarcat, si on veut vraiment que les mots aient un sens et pas, comment dire, passer sa soirée à discuter sur des malentendus, c'est l'inverse du patriarcat. Le patriarcat, c'est le pouvoir des pères. Alors, vous voyez, déjà, d'ailleurs, soit dit en passant, c'est pas le mot idéal, parce que domination masculine, c'est plus général que pouvoir des pères. Aujourd'hui, le pouvoir des pères dans un certain nombre de sociétés, en particulier en Occident. Par contre, la domination masculine, elle a quelques beaux restes, quoi. Voilà, donc, bref, le patriarcat, c'est le pouvoir des pères. Le matriarcat, au sens strict, c'est le pouvoir des mères. Alors, encore une fois, il aurait mieux fallu garder le vieux mot de Bachofen, la gynécocratie. Hein, c'était plus précis, ça voulait dire pouvoir des femmes, mais bon, bref. Alors, en tous les cas, des fois, matriarcat, ça veut dire pouvoir des mères, pouvoir des femmes, ok. Puis des fois, ça en vient à dire d'autres choses, avec des gens qui disent « Ah oui, mais moi, j'emploie pas le mot matriarcat au sens pouvoir des femmes. Hein. Moi, je ne vous parle pas de ça, je vous parle d'autre chose. » Alors, vous voyez, du coup, on ne sait plus très bien de quoi on cause. Alors, en particulier, un petit passage technique, mais rassurez-vous, il ne va pas être long, donc du vocabulaire d'anthropologie sociale. On parle pour certaines sociétés de matrilocalité. C'est ce que j'ai décrit avec les Iroquois. Ça veut dire qu'au mariage, le jeune couple vient s'installer chez la femme ou chez les parents de la femme, ou à côté des parents de la femme. Et que donc, en général, les sociétés matrilocales sont des sociétés où les femmes ont des droits sur l'économie, en tous les cas sur tout ce qui est agriculture, etc., sur les maisons, et où les hommes ne forment pas des groupes compacts et solidaires parce qu'ils viennent de différents endroits de l'extérieur, ils ne sont pas avec leurs frangins, leurs cousins, etc. Donc vous voyez, la matrilocalité, incontestablement, ça donne un certains points d'appui aux femmes. Est-ce que ça leur donne le pouvoir? Ça, c'est une autre paire de manivelles. Hein, ça leur donne, on va dire, des pouvoirs ou des contre-pouvoirs. J'y reviens. Et puis alors, il y a encore autre chose, et tout ça est des fois complètement mélangé, c'est ce que j'ai appelé la matrilinéarité, le fait que des choses, c'est justement en plus extrêmement variable, c'est pas seulement les biens matériels, que des choses se transmettent par les femmes et par les femmes uniquement. Alors il y a un exemple tout bête, c'est peut-être pas le meilleur, mais enfin au moins tout le monde le connaît, dans les sociétés actuelles, la judéité est matrilinéaire, au sens strict. Vous êtes juif si votre mère est juive, et donc si votre père l'est pas, vous l'êtes quand même, et si c'est l'inverse, vous l'êtes pas. Enfin, voilà, bon. Donc c'est matrilinéaire. On voit tout de suite que est-ce que la société juive, si tant est que ça veuille dire quelque chose cette affaire-là, mais enfin, elle est pour autant matriarcale, on voit tout de suite que non, ça marche pas. Alors, deuxième question, peut-on se servir des mythes pour raisonner sur le passé des sociétés, comme l'a fait Bachofen, et comme Engels le fait dans la préface de la 4e édition. Dans le texte principal, il n'en parle pas, mais dans la préface de la 4e édition, il fait allusion. Alors, donc, problème de méthode, est-ce qu'on peut dire, du moment qu'un mythe raconte une histoire, il y a forcément un peu de vrai dans l'histoire? C'est ça le principe. Donc si des sociétés disent, jadis les femmes chez nous dominaient, etc., il y a plein de sociétés qui racontent ça, j'y reviendrai, mais un jour il s'est passé tel truc et crac, les hommes ont pris le pouvoir et depuis les femmes sont là où elles sont et les hommes sont là où ils sont, etc. Est-ce que ça veut forcément dire qu'il y a un fond de vrai là-dedans? Alors, si on applique cette méthode à un mythe que nous connaissons a priori tous bien, tous révisés dimanche dernier, la Genèse, vous avez votre Bible avec vous. Donc, que lis-je dans la Genèse? L'humanité descend d'un couple primordial, a priori qui n'avait pas de nombril, on s'interroge encore sur ce point, enfin, voilà, qui avait la vie éternelle, qui n'avait pas besoin de travailler pour vivre, qui accouchait sans douleur. Le serpent, à l'époque, avait de longues et fines jambes musclées. Il parlait. Enfin, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a forcément? C'est quoi le fond de vrai là-dedans?
je crois que la question, comme on dit, elle est vite répondue. Voilà. Rien. Les mythes, c'est pas fait, et ça c'est un point super important, c'est pas fait pour raconter une histoire vraie, fût-elle déformée. C'est fait pour raconter une histoire qui vous explique pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. Et en général, pour dire et que c'est bien. Et donc très souvent, les mythes, ça vous dit jadis les choses étaient à l'envers de ce qu'elles sont. Sauf que, alors, version 1, il y a quelqu'un qui a fait une connerie. C'est un peu ce qui s'est passé là. Une femme d'ailleurs. Version 2, c'était plus possible, c'était le bazar, etc. Enfin, vous voyez, et hop, on a renversé le truc, et maintenant, le monde, il est ce qu'il est, et il faut l'accepter comme il est, etc. C'est un ressort narratif extrêmement commun dans les mythes. Et vous voyez que, du coup, l'idée qu'à partir d'un mythe... Alors, je suis en train de vous dire que les mythes racontent forcément que des trucs faux. Il peut y avoir des trucs vrais dans les mythes. Le problème, c'est, est-ce qu'on peut prendre un mythe pour argent comptant? Là, la réponse, clairement, c'est non. Donc cet argument-là, il tombe. J'y reviendrai tout à l'heure. Les mythes peuvent nous apprendre des trucs super intéressants, mais pas comme ça. Alors, deuxième argument, on retrouve des statuettes féminines, un peu partout, de moins 35 000 à moins 2000 en Europe. Puis dans certains moments et dans certains endroits, on en retrouve, mais vraiment beaucoup. Beaucoup plus que des statuettes masculines. Donc là, il y a quelque chose quand même. Alors, grande déesse, peut-être pas grande déesse, j'en sais rien, mais enfin, quand même, c'est bon signe pour les femmes, ça. Voilà. Bon. Alors, on va faire une petite expérience de pensée. Ceux qui connaissent, c'est la même blague, je la fais à chaque fois, donc ceux qui la connaissent, merci de ne pas la spoiler aux autres. On va faire une expérience de pensée. Donc, imaginons que, je sais pas moi, ce qui se passe aujourd'hui... en Ukraine, à Gaza et dans quelques autres endroits dans le monde, ça croisse et ça embellisse, que notre stock nucléaire, lassé qu'il soit là pour ne pas s'en servir, on décide que finalement un jour, tout ça, il faut quand même pas avoir dépensé l'argent pour rien, et poum, voilà, bon bref. Et donc la France actuelle, rasée, et quelques milliers d'années plus tard, des archéologues martiens, on dit, déboulent ici, font des fouilles et essayent d'étudier notre civilisation dont évidemment ils n'arrivent pas à déchiffrer l'écriture. Bon, bref. Donc ils fouillent, ils disent oh là là, ces gens-là étaient urbains, alors pas urbains dans le sens de, comment dire, de bonne manière, hein, mais enfin voilà, ils avaient des villes. Dans ces villes, il y a des grands bâtiments. Alors qu'est-ce que c'était ces bâtiments? Peut-être des lieux de culte, allez savoir. Ça devait être rituel, en général quand les archéologues ne savent pas, ils disent c'était rituel. Ça devait être rituel, en tous les cas, des lieux de pouvoir, des lieux publics, enfin quelque chose, bon voilà. Et alors un truc extraordinaire, c'est que ces gens-là révéraient manifestement une grande déesse, parce que dans tous ces bâtiments, infailliblement, on retrouve une statuette féminine, vous voyez, et en plus systématiquement faite selon un canon dont l'artiste n'avait pas le droit de varier. Alors vous voyez tout de suite le problème de l'interprétation en archéologie. Tout ce que j'ai dit avait l'air de se tenir et d'être ma foi fort logique, puis à la conclusion on se dit non, il y a un truc qui ne va pas en route, quoi. Enfin, voilà. Et donc l'idée de dire on retrouve des statuettes féminines, donc ça prouve une religion et que c'était des déesses. Non, il y a des tas d'autres raisons de représenter des femmes, surtout je dirais des femmes nues en plus pour la première. Il y en a des tas d'autres qui partent pas du tout du principe de révérer une grande déesse, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et donc il y a des tas d'autres interprétations possibles. Je ne dis pas que je sais comment il faut interpréter ça, hein. Enfin, dire, personne ne le sait, hein. Enfin, dire, mais en tous les cas, privilégier cette interprétation-là, c'est clairement s'avancer trop loin. Alors, deuxième point, la division sexuée du travail. J'y reviendrai. Alors, il y a des archéologues, par exemple Marilène Patoumatis, qui vous dit au Paléolithique, il n'y a pas une seule preuve archéologique de la domination masculine. Et elle en déduit plus ou moins directement, donc vous n'avez pas le droit de dire qu'il y avait de la domination masculine, et puis de toute façon, il n'y en avait probablement pas, vu qu'on ne retrouve rien. Évidemment, là aussi, le raisonnement pêche. Il pêche à un endroit très simple, c'est qu'est-ce qu'on est censé retrouver? En archéologie, le problème, c'est qu'il y a quand même une assez grosse déperdition d'informations, et en particulier, vous voyez, on arrive assez bien à savoir quelle était ce qu'on appelle la culture matérielle des gens. Alors ça, comment ils taillaient les cailloux, alors ça, les musées sont pleins d'informations là-dessus. Vous avez des experts qui peuvent vous dire comment on fait un caillou en moins 25 000, etc. Comment les gens étaient organisés? Est-ce qu'il y avait un chef? Est-ce que les hommes dominaient les femmes? Est-ce qu'il y avait de l'esclavage? En quoi ils croyaient?
Ben ça, il n'y a pas un archéologue sérieux qui est capable de dire grand-chose avec certitude là-dessus. Pourquoi? Ça ne laisse aucune trace matérielle. Donc, comprenez, nous, on est des sociétés à écriture, puis en plus, on fait des dessins, on fait des choses comme ça. Les paléos de Lascaux, ils écrivent pas, et quand ils font des dessins, ils représentent des espèces d'animaux qui flottent dans l'air, etc., qui nous disent absolument rien de leur vie quotidienne. Ben, avec ça, débrouillez-vous. Hein, voilà. Donc, on retrouve pas grand-chose des rapports de sexe, surtout pour le paléolithique, un petit peu plus au néolithique. On ne retrouve pas grand-chose, mais il y a quand même un truc qu'on retrouve, c'est justement la division sexuée du travail. On en a quelques indices, et en particulier, il y a un archéologue français depuis une dizaine d'années qui a montré que sur un certain nombre de squelettes masculins, le plus vieux remonte à moins 25 000, ils ont une déformation, une maladie, une déformation au coude droit, qui est exactement la même que celle des lanceurs de balles de baseball professionnels. Donc c'est un truc qui vous vient quand toute votre vie, pendant des milliers de fois, vous avez fait des lancers répétés comme ça assez fort. Et c'est toujours des hommes, toujours sur le coude droit. Alors quand je dis toujours, le problème c'est que c'est sur un échantillon gros comme ça. Donc c'est statistiquement un peu significatif, c'est pas le truc absolu. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils lançaient des lances? Peut-être qu'ils taillaient des trucs aussi, enfin on ne sait pas exactement quel geste, mais en tous les cas c'est sûr, les hommes longs côté coude droit et les femmes l'ont pas du tout. Voilà. Donc c'est quand même un élément qui plaide en faveur de la division sexuée du travail à cette époque-là. Il y en a un autre, j'y reviendrai. Alors, je passe maintenant au troisième plan, c'est celui de l'ethno. Alors, le raisonnement de Morgan et le raisonnement d'Engels derrière sont fondés sur le cas iroquois. Il n'y en a pas 50, il y en a un, et sur l'idée que donc les Iroquois sont le standard d'un peuple qui en est au stade agricole, et que donc ce qu'on a vu chez les Iroquois, ça allait nécessairement de pair avec leur niveau technique et économique. C'est exactement comme, je sais pas moi, quand on a essayé de comprendre la paléontologie humaine, enfin notre arbre généalogique, etc., des fois on trouvait un crâne pour une période. Bon, on a dit, c'est pas compliqué, à cette période-là, c'était tel type d'humain qu'il y avait sur Terre. Puis évidemment, qu'est-ce qui est arrivé depuis? Vous trouvez un deuxième crâne, un cinquième, un dixième, etc., puis ils ne sont pas pareils. Donc vous dites, non, désolé, en fait, il y avait plusieurs espèces d'humains sur Terre à cette époque-là. Voilà, c'est pas grave, c'est la science qui avance. Il s'est passé un peu la même chose en ethnologie. On part d'une situation où on avait un exemple, et puis il était chouette, il nous plaisait bien. Voilà, donc on a dit, ça nous montre la généralité. Et puis le problème, c'est qu'il y a, non seulement il y a des contre-exemples, mais il y a en réalité beaucoup plus de contre-exemples que d'exemples, si vous voulez. Enfin, la loi rencontre beaucoup plus d'exceptions que la règle, ce qui est quand même un petit problème en science quand on a une loi comme ça. Alors, premier contre-exemple, c'est le plus célèbre peut-être. Moi, c'est le premier sur lequel je suis tombé, c'est celui avec lequel j'ai bugué, vous voyez, j'avais Engels, j'avais ça, il me dit, mais il y a un truc là, il y en a un des deux qui raconte des bêtises, voilà. Donc c'est un peuple de Nouvelle-Guinée qui s'appelle les Barouya, et ce qui n'est pas très fréquent en ethno, c'est un ethnologue français qui les a étudiés, qui s'appelle Godelier, donc son bouquin qui se lit assez facilement, il s'appelait La production des grands hommes, raconte la société Barouya. Alors pour vous la faire pas trop longue, parce que là je suis bien parti, la société Barouya, c'est un peu l'Arabie Saoudite au néolithique, vous voyez. Donc la condition de la femme y est littéralement épouvantable, et pourtant c'est une société, au niveau technique même, plutôt inférieur à celui des Iroquois, sans aucune forme d'inégalité de richesse, sans aucune forme de hiérarchie politique, etc. Il n'empêche, la domination des hommes sur les femmes est organisée, mais du berceau à la tombe et du sol au plafond. Donc avec des trucs délicieux, du genre les femmes sont considérées comme systématiquement les cadettes de leurs frères, indépendamment de l'ordre de naissance. Donc une fille qui a 15 ans de plus que son petit frère, c'est quand même elle qui doit lui obéir parce que c'est l'aîné. Les chemins entre les villages sont systématiquement dédoublés. Il y a le chemin du haut et le chemin du bas. Devinez qui doit prendre le chemin du bas et qui a droit au chemin du haut. Si une femme croise un homme en dehors d'un chemin, dans la brousse, etc., elle doit immédiatement se jeter sur le bas-côté, se recouvrir la tête avec une cape d'écorce et ne surtout pas le regarder dans les yeux. Les petits garçons sont arrachés à leur mère quand ils ont 8-9 ans pour aller dans un endroit dont je reparlerai qui est assez commun dans ce type de société qui s'appelle la maison des hommes.
c'est une espèce de séminaire caserne, vous voyez, c'est un endroit où vous apprenez à la fois à devenir un guerrier et les secrets de la religion qui sont jalousement interdits aux enfants et aux femmes. Hein, et donc les enfants mâles, eux, à un moment donné, on leur dévoile les secrets de la religion, on leur explique, y compris qu'il y a des trucs qui n'existent pas, qui sont faits pour faire tenir les femmes tranquilles. Donc quand on fait une cérémonie, on a ce qu'on appelle des rhombes, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une espèce de plaquette de bois comme ça, avec un trou, mettez ça au bout d'une ficelle et vous faites tourner. Et ça fait un bruit d'hélicoptère, alors vous voyez, dans une société qui a évidemment pas le même rapport au bruit et au son que la nôtre. Hein. Bon, voilà. Et donc ça fait un bruit absolument terrible venu d'outre-tombe. Et les mecs disent aux femmes, ça c'est les esprits. Si vous vous tenez pas tranquille, etc., ils vont venir, on vous fait tout cru, etc. Mais nous, les esprits, vous inquiétez pas, on les gère. Hein, voilà. Et les gamins, à l'âge de 13-14 ans, on leur explique, les poissons d'avril, les esprits, ça n'existe pas, c'est pour les bonnes femmes, mais toi t'es un petit mec, voilà. Donc il y a tout un tas de choses comme ça. Il y a d'autres choses délicieuses sur les barouillas, mais je ne les raconterai pas tout de suite. Voilà. En tous les cas, donc une domination masculine, mais absolument écrasante, voilà, que personne n'a jamais nié d'ailleurs. Hein. Alors, je vous parlais des maisons des hommes. Donc ça ressemble à ça, et avec à l'intérieur les armes, les objets sacrés. Et c'est vraiment le lieu de pouvoir des hommes dans tout un tas de villages néo-guinéens et en Amazonie. Les mecs se retrouvent là. Voilà, vous connaissez cette émission, là, ça passe plus, mais où on prenait une vedette et puis on l'envoyait passer 15 jours. C'est dans l'air. Rendez-vous en terre inconnue. Et alors, c'est hyper scénarisé, c'est hyper tout ce que vous voulez, mais n'empêche, il y a des moments là-dedans qui sonnent vrais, quoi. Et donc, il y a, je sais plus, c'est Zazie ou je sais plus qui se retrouvent chez des papous comme ça, où les mecs lui disent, bah tiens, tu viens dans la maison des hommes, toi, c'est bon, on paye le coup, voilà. Alors Zazie dit, quand même, c'est un problème, vos femmes, elles y ont pas droit, etc. Moi, oh, mais nos femmes, c'est nos femmes, toi c'est pas pareil, toi t'es notre invité, etc. Et voilà, et on voit les bons gros machos là. Alors, voilà donc. Alors, je suis désolé, ça va être le passage un peu gore du passage. Et c'est pas ce que vous voyez qui est gore. Ça, c'est rien. Donc, les Munduruku, qui sont des petits cultivateurs, toujours, voilà, façon. On peut dire un peu façon Iroquois, façon Barouga, etc. Pareil, pas de riches, pas de pauvres, pas d'inégalité de richesse. Alors ils sont un peu rudes, hein, mais de toute façon tous ces peuples-là sont rudes. Les Iroquois étaient des tortionnaires épouvantables. Je veux dire, ils passaient leur temps à aller capturer d'autres Indiens et à les torturer extrêmement longuement. On a tous les détails, etc. Parce qu'il y a les jésuites qui ont, des fois, ils y sont passés aussi. Donc voilà, on a des dessins, on a tout ce qu'il faut. C'était vraiment d'une cruauté absolument... Là, pareil, pour les détails, vous venez me voir après, il n'y a pas de souci. Et donc, les Munduruku, eux, c'est des chasseurs de têtes. Et un peu façon Givaro. Donc, ils partent en expédition pour ramener des têtes. Pourquoi faire, me direz-vous? Je pensais que vous le saviez, ça fait pousser les bananes, ça ramène du gibier, ça rend les femmes fertiles, etc. Bref, c'est un peu comme l'hydroxychloroquine. Hein, vous voyez, ça. Et donc, les Munduruku, pareil, maison des hommes, domination masculine, etc. Alors là, je dis tout de suite, ça va être un peu glauque, hein, mais voilà. C'est pour vous dire que les Iroquois, c'est pas le cas général. L'ethnologue masculin passe des soirées dans la maison des hommes, voilà, et il dit, atmosphère de caserne, les mecs passent leur soirée à se raconter leurs bons coups. Alors leurs bons coups, c'est éventuellement comment ils sont allés casser la figure à tel et tel peuple, etc., comment ils ont gagné telle bataille, etc. Mais les bons coups, c'est aussi comment ils ont mis au pas les femmes qui étaient un peu trop récalcitrantes, qui avaient forte tête, etc. Et il y en a un qui se vante devant lui en disant, nous, on dompte nos femmes avec la banane. Une élégance toute... voilà. Donc ça veut dire, alors je mets les sous-titres au cas où, le viol collectif était une mesure punitive, acceptée, et il n'y a pas que chez eux. Hein. Je peux vous dire qu'il y a des tas d'autres endroits où ça se pratique. Alors là, j'ai parlé que de petits agriculteurs. Si on va chez les chasseurs-cueilleurs, eh ben c'est pas forcément mieux. Et on trouve donc chez des gens qui n'ont aucune forme d'agriculture, aucune forme d'élevage, on va dire le chien mis à part, et encore eux, ils n'ont pas vraiment de chien.
qui sont égalitaires, tout ce que vous voulez, etc., qui sont des communistes primitifs. Hein. Voilà, c'est des communistes, mais quand même, ils sont primitifs. Et en tous les cas, dans les rapports hommes-femmes, où ça ne rigole pas du tout pour les femmes, et c'est en particulier le cas chez un certain nombre de tribus australiennes, d'aborigènes australiens. Ça, c'est une photo qui date donc des années 30, et où le type, là, il avait donc 26 femmes. On arrive là dans le... Voilà. Vous savez, il y a une phrase d'Engels qui dit la polygamie est un produit de luxe de l'histoire. Il imaginait que c'était arrivé avec les sociétés de classe, les sultans, etc. Ben, mon œil. En Australie, il y a des endroits de l'Australie où la polygamie non seulement existe, mais atteint des records. Je crois que le record homologué, c'est 29. Alors dans des groupes qui font une cinquantaine de personnes. Hein. Donc vous imaginez... en gros, quelqu'un disait, les aborigènes australiens, ils accumulent pas des biens, mais ils accumulent des femmes. Vous voyez, ils accumulent des droits sur les femmes. C'est ça la carrière, un des éléments de la réussite masculine. Vous voyez, le Bernard Arnault du coin, c'est le mec qui a plein de femmes. Voilà, ils n'ont pas de thunes, mais... alors, juste pour vous lire, enfin pour vous épargner la lecture, mais en gros en Australie, très très fréquemment, les droits entre hommes et femmes sont inégaux. Il y a aussi alors il n'y a pas de maison des hommes parce qu'il n'y a pas de maison tout court, hein, mais il y a des zones réservées aux hommes avec des objets sacrés dedans. Si une femme a le malheur de jeter un œil sur un objet sacré, même sans le faire exprès, c'est la mise à mort directe ou le viol si vraiment on est sympa. Les gamins pareil, hein, voilà. Les femmes n'ont aucun droit de divorce. En revanche, les hommes, eux, ils peuvent les répudier, en faire ce qu'ils veulent, etc. Les prêter à leurs potes, alors qu'évidemment les femmes n'ont pas le droit de prêter leur mari à leurs potes, etc., etc. Bref, il y a un certain nombre, sans parler même de violences physiques quotidiennes qui étaient quand même relativement admises. Et donc voilà des chasseurs-cueilleurs qui cadrent bien mal avec l'idée que la domination masculine, ça arrive bien après l'agriculture, etc. Alors je vais m'attarder 5 minutes sur un autre cas qui est quand même absolument délicieux, c'est les chasseurs-cueilleurs de la Terre de Feu. Ils ont 2 noms, on les appelle les Sechnam ou les Ona, et on a sur eux une ethnographie absolument magnifique qui a été traduite en français il n'y a pas longtemps, écrite par le fils du pasteur qui a fondé la ville d'Ushuaïa. Et donc, quand le pasteur arrive pour fonder Ushuaïa, il n'y a rien, voilà, il commence à faire sa mission, son machin, etc. Et donc les enfants, notamment son fils, va vivre avec les Indiens du coin, parler leur langue, partager leur vie, et c'est le seul homme blanc qui ait jamais été initié à la religion des Selknam, voilà, donc qui a vécu la cérémonie d'initiation de l'intérieur, qui raconte tout ça. Il a fait un bouquin, il doit s'appeler Aux confins de la terre, enfin la traduction française, Aux confins de la terre. Ça se lit comme un roman, quoi. Enfin, dire, c'est pas un ethnologue, hein, c'est le mec qui raconte ce qu'il a vu. Et donc il raconte un truc, c'est que les Selknam, alors une réplique, hein, il y a un Anglais là, qui embarque un Selknam dans son bateau, et il dit, je ne sais plus comment il demande, il dit au Selknam, est-ce que vous avez des chefs, vous? Il dit, non, nous, on est tous des capitaines, et nos femmes, c'est toutes des matelots, rajoute-t-il. Et les Selknam avaient une religion à initiation. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, je vais vous montrer. Mais alors eux, les rombent un petit peu. Mais alors surtout, vous allez voir, extraordinaire, lors de la grande cérémonie, ils se grimaient en esprit. Donc les mecs se déguisaient, vous allez voir. Et ils terrorisaient, passaient en terrorisant dans le campement des femmes et des enfants, avec les femmes qui n'avaient pas le droit de trop les regarder de face, hein, parce que pas toi Marcel quand même, voilà, donc les femmes, fallait qu'elles aient la tête cachée sous la cape, mais les mecs les bastonnaient, etc. Et une femme qui s'était entre guillemets mal comportée pendant l'année, elle mangeait pendant la cérémonie, voilà, on lui faisait sa fête. Les Selknam, Bridges dit, est-ce qu'il y a des femmes qui se doutaient de la supercherie et du fait que les uns des esprits, en fait pas du tout des esprits, c'était les beaux hommes du campement. Il dit, je ne sais pas, mais s'il y en a une qui avait exprimé ses doutes, elle se serait fait buter dans la seconde qui suit. C'était, de ce point de vue-là, c'était la dictature. Et alors les Selknam racontent l'histoire en disant, jadis, c'était les femmes qui dominaient dans notre société. Nous étions atrocement, voilà, elles faisaient de nous ce qu'elles voulaient. Voilà. Soit dit en passant, en Amazonie, il y a même des endroits où les mecs disent,
c'est nous qui nous occupions des enfants, c'est nous qui leur donnions le sein, etc. etc. Là, vous voyez, la mythologie, des fois, ça permet de raconter des histoires rigolotes. Enfin, les Saitman, et voilà. Et les femmes nous faisaient tenir tranquilles. Comment? Ils avaient une religion à initiation. Elles nous faisaient croire qu'il y avait des esprits, machin, etc. Puis de temps en temps, elles faisaient une cérémonie. Elles arrivaient grimées au milieu de nous, et nous, on pétait de trouille, et voilà, et on faisait tout ce qu'elles voulaient. Et puis un jour, il y a un homme qui était dans les buissons, là, et il a surpris une conversation entre les femmes qui racontaient tout ça en se foutant de notre gueule. Et là, le mec a compris qu'en fait, les esprits, ils n'existaient pas, et que tout ça, c'était un truc pour les femmes, pour nous faire tenir tranquille. Donc il en a parlé aux autres gars. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on a buté toutes les femmes, sauf les petites filles, et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à faire pareil, on va faire une religion pour que les femmes se tiennent tranquilles. Et voilà pourquoi on a notre religion. Et donc les mecs expliquent ça, et encore une fois, ce sont des chasseurs-cueilleurs, pur sucre, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors tiens, les voilà. Ils sont beaux, hein. Alors là, c'est avant la cérémonie à gauche, et puis à droite, là, c'est un des esprits. Si vous cherchez ça sur Internet, il y a plein de photos comme ça qui ont été prises. Alors, un point important, toutes les sociétés ne se ressemblent pas de ce point de vue-là. Il y a une grande gamme de variations. Donc là, exprès, j'ai fait le procureur, hein. J'ai présenté les pièces du dossier à charge, hein, en disant, voyez, l'idée que la domination masculine est absente dans ce type de société, non, ça ne fonctionne pas, il y a des tas de contre-exemples. Après, il n'y a pas que des contre-exemples. Il y a aussi des sociétés dans lesquelles, alors, grande discussion, est-ce que la domination masculine est absente ou est-ce qu'elle est présente mais très légère? Alors là, on pourrait discuter, un type comme Claude Lévi-Strauss, qui n'est pas un marxiste, mais enfin qui était quand même un ethnologue que tout le monde s'accorde à trouver compétent, disait la domination masculine est universelle. Lui, c'est ce qu'il disait. Après, il y en a d'autres qui disent, ouais, mais quand même, il y a des sociétés, même en la regardant de près, on a du mal à la voir. Alors, moi, je propose qu'on ne passe pas l'après-midi à discuter de est-ce qu'il y a des cas où elle est complètement absente ou est-ce qu'il y a des cas où il en reste quand même un petit chouïa, etc. Je pense que ça n'a aucun intérêt comme discussion. Toujours est-il qu'il y a effectivement des cas comme ça. Alors, un cas qui est relativement connu, il y avait eu un film, je dis en passant, qui n'était pas animé que par les meilleures attentions, mais c'est autre chose, que les plus vieux d'entre vous au moins connaissent probablement, qui s'appelait Les dieux sont tombés sur la tête. Je sais pas. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Même il n'est pas si vieux que ça. Ouais. Bon, film qui doit dater du début des années 80 et de l'époque de l'apartheid aux États-Unis. Je dis ça, c'est parce que c'est quand même un peu le côté les bons sauvages contre les mauvais noirs. Hein. Voilà. Toujours est-il que chez eux, les rapports de sexe, moi je pense qu'il y a quand même une certaine domination masculine, et j'ai des raisons. Il y a une autobiographie notamment d'une femme Bushman qui est quand même assez éloquente là-dessus. Cela dit, c'est pas du tout l'Australie, c'est pas du tout les Barouillas, c'est pas du tout tout ce que j'ai montré jusque. D'autres exemples, alors les gens qui vivent dans les îles Andaman. Alors je sais bien que vous savez tous où sont les îles Andaman. Ah, trop fort. Il y en a qui ont révisé, c'est écrit. Ah merde. Oui, mais enfin, c'était trop facile. Alors, oui, c'est quelque part. Alors, c'est côté Birmanie, mais en fait, ça appartient à l'Inde. Hein, c'est dans le Golfe, là-bas. Et où là, il y avait des gens qui sont des pygmées, hein, qui sont tout petits. Et ils ont eu un truc extraordinaire. Ils fabriquaient des arcs en S comme ça. C'est complètement con, parce que ça fait vachement du bruit quand ça claque. Mais voilà, c'était leur façon à eux de faire leurs arcs. Et là, il y a des témoignages du 19e siècle. Il y a même un fonctionnaire de la couronne britannique qui écrit un truc du genre il règne entre les sexes un respect mutuel et une courtoisie mutuelle dont bien des classes de notre nation devraient s'inspirer. Enfin, ouais, un truc hyper un peu moraliste comme ça. J'ai jamais su s'il parlait des bourgeois ou des prolos anglais de l'époque. Mais enfin, voilà, c'est les lignes. En tous les cas, eux, domination masculine, vraiment pas du tout évidente. Alors, vous voyez, en tous les cas, j'y reviendrai, mais les preuves ethnologiques démentent en tous les cas l'idée qu'une société égalitaire sur le plan matériel, une société de chasseurs-cueilleurs, une société de petits cultivateurs, par principe, ne pourrait pas connaître la domination masculine. Voilà. Alors, que nous dit l'éthologie? Je vous présente nos cousins. Vous les connaissiez déjà. Alors, on a deux plus proches cousins, qui sont deux espèces de chimpanzés. Donc, il y a le robuste, le normal, le standard, le plus connu, c'est celui de gauche.
et le bonobo, le gentil, qui est celui de droite, voilà, le gracile. Alors, c'est nos plus proches cousins, et donc on descend tous les trois d'un ancêtre commun, mais je crois qu'on ne sait pas très bien comment dire. On sait que c'était il y a autour de 8 millions d'années, mais à quoi ressemblait cet ancêtre commun et à quoi il ressemblait en plus socialement, bien difficile de le dire. En plus, ces gens-là ne nous aident pas. Les chimpanzés robustes sont marqués par une forte domination masculine. Forte. Les mâles, alors déjà, sont physiquement beaucoup plus costauds que les femelles, avec des grosses canines, etc., que les femelles n'ont pas. Et il y a ils les battent, ils les violent, les mâles en plus agissent en bande, enfin, des vrais petits cons, quoi, voilà, et voilà, ils font tout. Et les bonobos, c'est pas du tout ça. Et les bonobos, eux, sont presque un matriarcat, plutôt dominés par les femelles. Et quand il y a des mâles qui commencent à être un peu pénibles, les femelles se mettent en groupe et leur mettent une misère, et les mâles se tiennent tranquilles. Outre le fait qu'ils sont globalement beaucoup plus pacifiques que les chimpanzés, qui sont des tueurs, y compris entre groupes, ça castagne à mort, entre groupes de chimpanzés. Alors vous voyez, avec ça on est bien avancé. Est-ce que notre dernier ancêtre commun ressemblait plus, disons, aux chimpanzés robustes? Et que du coup, nous, on est plutôt un peu moins domination masculine, et puis que les bonobos ont évolué vers plus du tout de domination masculine, scénario 1. Est-ce que l'ancêtre commun, il est plutôt bonobo, et puis que les chimpanzés et nous, on a récupéré la domination masculine en cours de route par des voies évolutives parallèles, scénario 2. Est-ce que c'est encore un autre scénario qui s'est passé? Mystère et boule de gomme, et on ne peut pas en dire beaucoup plus avec l'éthologie. Alors, je finis par la cerise sur le gâteau en matière d'indices, les mythes. Donc, je vous avais dit tout à l'heure, les mythes, si on les lit en se disant il y a quelque chose de vrai là-dedans, et voilà, ça ne marche pas du tout. Ça, c'est pas. Mais quand même, les mythes, ça peut nous apprendre des tas de trucs. Parce qu'en fait, les mythes, ça peut marcher comme une machine à remonter le temps. Ça, c'est un truc de dingue. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de mythes qui se ressemblent un peu, beaucoup passionnément à la folie, y compris sur des petits détails bizarres. Par exemple, vous avez des mythes qui vous racontent comment l'humanité est née. Il y a plein de mythes. À peu près tous les peuples du monde disent voilà pourquoi il y a des humains sur Terre. Alors, première version, il y a une espèce de dieu, de divinité, etc., qui a façonné les premiers humains avec ce qu'il avait sous la main, avec de la glaise, avec du caillou, avec du bois, avec ceci, ça vous dit quelque chose? Dans la Bible, Dieu fabrique les humains comme ça. Puis il y a une autre version, c'est les humains, avant ils vivaient sous terre, puis un jour il y a eu un trou, et ils sont sortis par le trou, et depuis ils peuplent la terre, les animaux avec, et voilà. Et bien après, une fois que vous avez ça, vous pouvez prendre tous les mythes et faire une espèce d'arbre de ressemblance. Et dire, tiens, cette version-là ressemble beaucoup à celle-là, et un petit peu moins à celle-là, etc. Et on peut même faire des arbres de ressemblance. Avant, on faisait ça à la main, on va dire, tiens, un air de famille, tiens, on va faire des cartes, etc. Maintenant, on fait ça par informatique, exactement avec les mêmes méthodes que la génétique. Prenez des ADN, vous codez le bazar, et vous moulinez ça dans des logiciels qui essayent de vous trouver quelles sont les branches de parenté les plus économiques qui peuvent vous expliquer les différences entre tout ça. Et bien maintenant, il y a des gens qui font ça avec les mythes, en particulier en France. Donc il y a un chercheur français qui s'appelle Jean-Loïc Lequelec, dont je ne peux que vous recommander et la lecture et le visionnage de ses vidéos sur Internet. En plus, il se trouve que c'est un type super sympa, même par ses idées et tout ça. Donc ça, avoir des idées sympas, ça ne fait pas faire de la bonne science forcément. Mais enfin, lui, il se trouve qu'il coche les deux cases. Voilà. Donc, vous pouvez faire des arbres généalogiques comme ça. Et là, avec ça, vous comprenez qu'il y a des éléments de mythe. Vous pouvez dire, ça, c'est une invention relativement locale et récente. Genre, on trouve ça en Bas-Poitou à partir du 19e siècle, et puis partout ailleurs, ça n'existe pas. Donc voilà, c'est là que ça a été inventé. Et puis en gros, plus vous tombez sur des mythes qui sont répartis dans le monde à des endroits extrêmement éloignés les uns des autres, plus vous dites, en fait, c'est un truc qu'on trimballe depuis extrêmement longtemps. Et c'est là où le lapin sort du chapeau. Si on fait la carte des mythes qui racontent le matriarcat primitif, vous voyez ce que je vous ai raconté sur les Selknam, et que ça marche aussi chez les Barouillas, ça marche chez des centaines d'autres sociétés. Jadis, les femmes dirigeaient le monde, etc. Mais
un événement, elles avaient des objets sacrés, elles avaient tout ça, et un événement est survenu, et nous les hommes on a réussi à renverser ça, et depuis ça c'est pour ça que c'est nous qui dirigeons le monde, et que c'est très bien comme ça. Et bien on en retrouve dans tout un tas d'endroits, et en particulier en Amérique latine et en Océanie. Il y a un paquet de points là-bas, et il y a un paquet de points ici. Et bien ça, plus l'arbre de parenté, fait que l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que ce machin-là est un héritage ancestral de l'humanité, et que très probablement, Sapiens, qui sort d'Afrique il y a à peu près 60 000 ans, racontait déjà ce genre d'histoire. Et s'il racontait ce genre d'histoire, ça ne veut pas dire qu'avant le matriarcat existait, ça veut dire que lui, Sapiens, qui racontait ce genre d'histoire, il justifiait la domination masculine qui existait déjà dans sa société. Et c'est donc un indice supplémentaire. Donc vous voyez, quand on fait la liste des indices, il n'y a rien qui est évidemment qui a valeur de preuve absolue, etc., etc. Mais en gros, tout pointe dans le même sens quand même. Voilà. Donc, alors, résumons. Première chose, on n'a jamais vu nulle part, et ça c'est quand même un truc un peu étonnant, de société authentiquement matriarcale, c'est-à-dire où les femmes dirigent, où les femmes ont sur les hommes une autorité, un pouvoir de commandement, un pouvoir de contrainte que les hommes n'auraient pas sur les femmes. Il y a toute une gamme de possibilités, j'ai déjà parlé, je vais insister là-dessus, mais pas celle-là. C'est-à-dire un peu comme si dans le gâteau, il n'y avait que la moitié, il n'y a qu'une moitié qui existait, toute l'autre moitié, pas un exemple sur les milliers de sociétés humaines qui ont été vues. Et ça, quand même, ça interroge. Enfin, je veux dire, on dit, un truc quand même, si ça avait été fait au hasard, quand même, on en aurait trouvé, quoi. Enfin, et normalement, même au moins autant. Deuxième point, on observe donc des rapports de genre extrêmement variés, et en gros, depuis un certain équilibre, alors encore une fois, est-ce qu'il est totalement dénué de domination masculine, pas totalement dénué, etc. J'en sais rien, je m'en fous. Et jusqu'à, avec tout un dégradé possible, jusqu'à les formes un peu extrêmes dont je vous ai dit quelques mots. Point important, on trouve ça dans tous les niveaux socio-techniques. C'est-à-dire, on ne voit pas d'invention, d'innovation sociale qui soit corrélée à ça, et on se dit, tiens, je sais pas, moi, par exemple, chez les chasseurs-cueilleurs, pas de domination masculine, alors que chez les agriculteurs, on en trouve. Vous voyez, il n'y a pas de truc comme ça. Et tous les gens qui ont recherché des corrélations avec des bases de données, etc., qui ont essayé de faire ça autrement qu'au doigt mouillé, en disant, oh, j'ai quand même l'impression que, prenons la liste, essayons de pointer, on ne voit rien d'évident. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis que s'il y en a, c'est si bien caché que jusqu'à maintenant, personne n'a réussi à le mettre en évidence de manière convaincante. Donc, il y a deux constantes étonnantes dans cette variation, et à mon avis, elles ont un rapport l'une avec l'autre. L'une sur laquelle j'ai bien insisté, c'est la domination masculine, mais l'autre constante, c'est que dans toutes les sociétés humaines, jusqu'à la nôtre, ça j'y reviendrai à la fin, il y a une division sexuée des tâches. C'est-à-dire que les hommes et les femmes ne sont pas seulement des êtres qui ont un rapport différent à la reproduction, ce que la biologie nous dicte, mais que les sociétés humaines disent que sur cette base-là, les hommes et les femmes vont jouer des rôles différents, avoir des attitudes différentes, connaître des secrets religieux différents, fréquenter des lieux différents, avoir des habits différents, etc., etc. Je ne vous fais pas la liste. Et que dans cette répartition, là aussi, il y a des tas de trucs qui varient. Il y a des endroits où la poterie c'est fait par les hommes, il y a des endroits où la poterie c'est fait par les femmes, il y a des endroits où les hommes font aussi la cueillette, il y a des endroits où ils la font pas. Enfin bon, bref. Il y a un truc qui change jamais, c'est que les femmes sont tenues à l'écart des armes les plus létales, les plus mortelles, des activités liées à la chasse au gros gibier et, par extension, des activités militaires, des activités de politique extérieure. Et ça, c'est vraiment... Ouais. J'ai lu dernièrement un article où il disait qu'en archéologie, il y avait un problème, c'est que les hommes, quand ils voyaient un squelette accompagné d'armes, ils regardaient à une époque, ils ne regardaient même pas si c'était un squelette masculin ou féminin, puisque il y avait des armes, c'était un homme. Tu as parfaitement raison. Et que maintenant, on a repris des squelettes et on les a féminisés parce que les angles des têtes de fémur, c'est pas les bons pour un homme. Et donc, ça veut dire que des femmes étaient enterrées avec des armes.
Donc tu dis par participer à la grande chasse. S'il y a des armes, ça non seulement peut participer à la grande chasse, mais aussi à la guerre. Enfin, voilà. Il y a plusieurs. Maintenant, on a découvert plusieurs tombes. Il y a récemment où il y a des femmes avec des armes. Alors, c'est. Tu arrives. Pardon. Et par ailleurs, dans l'origine de la famille de Bière, il y a un truc qui m'a toujours étonné. Il parle de la matrilinéarité et il ne prend pas les exemples européens qui sont sous son saisie. Parce que je signale à tout le monde que au Portugal, c'était la matrilinéarité. Et la matrilinéarité a été détruite en fait au Portugal très récemment. C'est l'immigration portugaise en France, entre autres, qui a fait que quand un monsieur qui s'appelait, Silva da Souza, il arrivait à l'état civil pour déclarer le gosse, le fonctionnaire, il n'était pas question pour lui que le gosse s'appelle sûrement que Silva da Souza. Alors qu'en fait, c'était pas du tout comme ça qu'il aurait dit. Parce que Silva da Souza, ça veut dire que le père, il s'appelait Silva, il aurait dû. Et si la mère s'appelait, et ben c'est le nom de la mère qu'on a dû passer en premier, et il aurait dû garder ce nom da Silva derrière. Et ça a été perdu, et l'intégration du Portugal à l'Europe, c'est-à-dire grosso modo quand il sort du salazarisme, mais c'est dans l'immigration portugaise en France que a commencé la destruction de cette matrilinéarité. Elle était sous les yeux d'Amigas. Elle était dans une moindre mesure, elle existe aussi en Espagne. Non, mais en Provence aussi. Et dans une moindre mesure, ça existe aussi en Espagne. C'est un peu différent. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors, il y a deux questions. Il y a deux questions, dont une où il y a deux questions dans la question. Alors, pour commencer, la matrilinéarité au Portugal et en Espagne, alors c'est très très simple, j'en pense rien du tout, parce que je ne savais pas. Voilà, donc, mais qu'effectivement, il y ait des cas de matrilinéarité, y compris dans des sociétés modernes. Moi, j'ai cité la judéité parce que je le savais, mais je ne doute pas qu'il y en ait d'autres. J'insiste juste pour dire, matrilinéarité, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il faudrait toujours dire matrilinéarité de quoi? Qu'est-ce qui se transmet par les hommes ou par les femmes? Là, on parle du nom de famille, mais la matrilinéarité peut porter sur toute autre chose que le nom, l'appartenance à un groupe, à un clan, les biens matériels, l'héritage, etc., etc. Deuxième sous-question dans la question, pourquoi Engels n'en a pas parlé? Ça, il faut poser la question à Engels, parce que je ne sais pas. Voilà. Alors, pour en revenir aux armes, oui, en ce moment, il y a un certain nombre de travaux qui sortent là-dessus, sur le fait que donc, on a souvent trop vite présumé que, là où il y avait des objets masculins, forcément c'était un homme, je parle des tombes, et que là où il y avait des objets féminins, c'était forcément une femme. Et que maintenant qu'on a l'ADN, parce que sexuer un squelette, il n'y a pas 50 moyens qui marchent, il n'y en a qu'un, c'est le bassin. Encore faut-il l'avoir. Et encore faut-il que la personne elle ait plus de 16 ou 17 ans. Voilà. Donc il y a plein de cas où quand on retrouve le squelette, on n'a pas le bassin, et donc on ne peut pas le sexuer. Maintenant on a l'ADN, c'est long, c'est cher, mais on peut faire. Alors effectivement, dans un certain nombre de cas, on a trouvé des exceptions qui contredisent la règle. Tout le problème, c'est une question d'arbres et de forêt. Et c'est là où justement la presse grand public est des fois un petit peu coupable, pour pas dire carrément fautive, c'est que l'exception fait vendre. Et donc, on a trouvé, par exemple, il y a une tombe célèbre en Suède d'un guerrier de la fin du 19e siècle. Pouf, manque de bol, c'est une guerrière. Alors, c'est pas une guerrière, c'est une femme enterrée avec des armes, ce qui n'est pas forcément la même chose, parce qu'on n'a pas de preuve non plus que c'était elle qui s'en servait. Elle n'a aucune marque sur le corps, par exemple, de combat ou de choses comme ça. Bon, bref. Toujours est-il, oui, il y a un cas comme ça. Mais par exemple, je parle des Vikings parce que c'est un peu comme, la Guerta, tout ça, machin, vas-y, les Vikings, les Valkyries, etc. Et vous avez eu des tartines dans les magazines. Ça prouve bien que l'archéologie était machiste parce qu'en fait, il y avait des femmes vikings, des femmes guerrières chez les Vikings, etc. Sauf qu'il n'y a zéro trace historique de femmes combattantes chez les Vikings. Alors ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas du tout. Vous comprenez bien. Mais s'il y en avait eu beaucoup, quand même, voilà. Donc, alors il n'y a même pas besoin d'aller chercher si loin. Chez nous, il y a Jeanne d'Arc. Dire des femmes combattantes, ça a toujours existé. Le problème, c'est est-ce que c'est une règle
ou est-ce que c'est une exception? Alors, il y a pas mal de peuples, et même à peu près tous, qui admettent des exceptions. Et une femme exceptionnellement, vaillante, combative, etc., on peut lui autoriser de porter les armes. Mais ce n'est pas le rôle normal de la femme dans ces sociétés-là. C'est ça, la règle générale. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de l'archéo plus fine pour justement trouver les exceptions, savoir quoi en dire. Au contraire, bien sûr. Mais il ne faut pas perdre de... Encore une fois, c'est une histoire d'arbre et de forêt. Et de ne pas perdre de vue que la règle générale, elle s'applique. Et elle marche bien. Alors... Donc, d'après les preuves archéologiques, enfin ethno-archéo qu'on a, on ne voit pas de cette fameuse défaite historique du sexe féminin, la formule d'Engels, qui est reprise de Barchofen. En fait, il a quasiment mot pour mot cette idée qu'il y a eu à un moment donné un basculement et qu'avant les femmes étaient en position favorable et crac, il s'est passé quelque chose qui a donné le pouvoir aux hommes. Ça, on voit pas dans les, moi je vois pas dans les données ni archéologiques ni ethnologiques de tout ça. Et au contraire, c'est plutôt l'inverse. Tous les indices indiquent la probabilité d'une grande ancienneté de la domination genrée, de la domination masculine, ce qui n'empêche évidemment pas qu'il y ait pu avoir des grandes variations, je vous dis, entre des sociétés égalitaires ou quasi-égalitaires, des sociétés où la domination masculine était très poussée, des cas un peu intermédiaires, et que à toutes les époques et dans toutes les latitudes, il y ait pu avoir une grande gamme de variations. Après, je sais que quelqu'un va me demander, oui, mais quand même, il n'y a pas des facteurs qui favorisent et qui font que, personne ne les a jamais trouvés à ma connaissance, moi pas plus que les autres. Les gens ont essayé tout, ont essayé de se dire, oui, mais est-ce que quand même, quand il fait chaud, est-ce que quand même quand il fait froid, est-ce que quand on est dans un désert, est-ce que quand on est au bord de la mer, enfin, on a à peu près tout essayé. Il n'y a rien qui est très convaincant, on n'arrive pas à comprendre pourquoi certaines sociétés poussent la domination masculine très loin et d'autres non. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des causes, hein, ça veut dire juste que pour l'instant... Alors, si j'ai bien calculé, il me reste quand même un petit chouïa de temps, j'ai réussi à pas tout bouffer. Pardon, oui. Je suis désolée, mais justement sur les causes, la question que je me poserais, parce que il y a plein de... Enfin, j'ai vu passer des trucs et tout, qui m'ont toujours un peu questionné, sur, en fait, c'est quoi les... est-ce qu'il y aurait, je sais même pas si c'est possible, et je sais même pas si ça aurait un sens de poser la question telle quelle, mais un peu justement des causes sur le fait qu'il y aurait justement une domination masculine un peu primitive. Est-ce qu'il y aurait par exemple des causes un peu biologiques? Bon voilà, j'imagine que ça va être un peu peut-être aussi même les conséquences. Encore, je sais même pas si aujourd'hui c'est vraiment ça aura des conséquences d'en discuter, mais... écoute, je t'ai pas payé, mais ça introduit très bien. Tu passeras me voir à la fin. Oui. Alors, en essayant de ne pas être trop bavard, donc une fois qu'on a dit tout ça, et qu'on se dit, voilà, en gros, l'état actuel des connaissances, voilà, est-ce que, un, ça nous arrange, est-ce que deux, ça nous arrange pas, est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça quand on est féministe et marxiste, et je dirais que surtout, je dirais marxiste, parce que, voilà, ça inclut l'autre versant, alors que l'inverse n'est évidemment pas vrai. Voilà. Rigolez pas. J'espère que vous rigolez pour les bonnes raisons. Alors, premièrement, des questions qui ne sont pas des questions pour les marxistes, qui sont des questions générales, mais qui reviennent comme les radis, parce qu'on voit bien que c'est ça, et que c'est ça aussi qui nourrit sans arrêt cette idée de matriarcat primitif, etc. Est-ce que, parce que la domination masculine serait ancienne, ça veut dire qu'elle est légitime et ou qu'elle est inéluctable? Voilà. Si on dit que c'est très vieux, est-ce que ça veut dire que c'est foutu? Et donc, en gros, c'est réac de dire que c'est très vieux. Vous voyez, on peut poser la question à l'envers, c'est exactement la même chose. Est-ce que dire que la domination masculine, c'est récent, ça veut dire qu'elle est donc illégitime, contestable et fragile? On a intérêt à dire qu'elle est récente, parce que comme ça, on va pouvoir la balancer plus facilement. Alors, très clairement, non et non. Voilà. Donc, quelque chose peut être très ancien, mais devenir caduque, fragile, condamné à disparaître parce que la société se développe de telle façon que, y compris ce truc très ancien, voilà. Alors, je vais prendre un exemple qui est moins un exemple social qu'un exemple médical, mais enfin, le taux de mortalité infantile, ça poursuit l'humanité depuis la nuit des temps.
bah, n'empêche qu'avec les progrès de la médecine récente, crac, c'est fini. Voilà, enfin, c'est fini, quasiment fini. Voilà. Il y a des choses comme ça. Inversement, il y a un truc récent qui s'appelle les villes, par exemple. Ça n'existe pas depuis très longtemps. Dire, bah, c'est pas compliqué, vu que c'est récent, on va pouvoir s'en débarrasser facilement et mettre toute l'humanité à la campagne, ça va poser des tas de problèmes. Donc, encore une fois, la question de ancien, récent, c'est pas du tout la question de... Alors, légitime, pas légitime, j'en ai même pas parlé, parce que ça c'est bien, pas bien, ça n'a juste rien à voir. Dire qu'un truc est vieux, c'est pas dire qu'il est bien, et c'est pas dire qu'il est pourri. Enfin, je veux dire, ça c'est un jugement moral. Mais en tous les cas, c'est pas parce que c'est vieux que c'est solide, et c'est pas parce que c'est récent que c'est fragile. Voilà, clairement, c'est pas comme ça que ça se pose. Alors, j'en viens maintenant, question spéciale marxisme. J'ai fait les diapos exprès pour ici, je n'ai pas toujours l'occasion de le faire. Je vais me lâcher. Alors, première version, il m'arrivait dans mes oreilles ont des fois et mes yeux ont des fois lu des choses comme ça. Oui, mais enfin bon, au bout du compte, ça revient à dire que Engels s'est gouré. Oui. Pas de sa faute, hein, mais voilà. Et que donc, si on dit que la domination masculine ne vient pas de l'essor, alors on dit la propriété privée, moi je trouve que c'est vraiment un très mauvais mot, mais enfin, des classes sociales, bon bah c'est un pan du marxisme qui s'écroule. C'est anti-marxiste de dire ça. Voilà. Alors. Moi personnellement, voilà, je suis pas le monsieur sur la photo, hein, mais voilà. Si on dit que le marxisme c'est un socialisme scientifique, on part du principe que les faits sont ce qu'ils sont et qu'il faut chercher à les connaître, indépendamment de savoir ce qu'on va en conclure. Et donc, s'il s'avère que la domination masculine est ancienne, bah, la domination masculine est ancienne. Il s'avère que Engels s'est gouré, bah Engels s'est gouré, que voulez-vous, lui ça ne le gênait pas de dire bah, je me suis gouré, Marx a dit bah, j'ai changé d'avis sur l'état ouvrier après la commune, ils ont passé leur vie à changer d'avis sur plein de trucs, voilà, je ne vois pas où est le problème, et j'insiste sur le fait qu'un fait n'est pas marxiste ou non marxiste, ça n'a pas de sens. Un fait du genre, je veux dire, l'extinction des dinosaures, est-ce que c'est marxiste ou est-ce que c'est anti-marxiste? Ça n'a aucun sens de discuter comme ça. Les raisonnements qu'on peut faire à partir de là, ils peuvent être marxistes ou anti-marxistes. Bon, sur les dinosaures, je vois pas bien, mais enfin, bon, on fera un brainstorming, on trouvera. Mais l'ancienneté de la domination masculine, c'est une question scientifique. Est-ce qu'on a des raisons de penser que des bonnes, des mauvaises, etc. Examinons les indices, comme on ferait une enquête policière, sans présumer de « oui, mais moi, ça m'arrangerait que ce soit lui le coupable, et puis non, mais lui, il est sympa, je l'aime bien, il ne faudrait pas que ce soit lui. » Faisons notre enquête. Et après, voyons quel raisonnement on peut tirer de ça. Alors, si la domination masculine n'est pas née avec les classes sociales, parce que c'est ce dont j'ai essayé de vous convaincre, voilà, à mon avis, ce qui est la conclusion la plus raisonnable à tirer des éléments dont il dispose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? 1. Ça voudrait donc dire qu'il est possible d'abolir la domination masculine sans abolir les classes. Parce que c'est pas lié, vous voyez, c'est ça l'idée. Hein, si la domination masculine, c'est lié à l'exploitation, bah, à ce moment-là, si c'est pas lié à l'exploitation, à ce moment-là, fastoche, on peut avoir l'égalité des sexes dans le capitalisme. Version 1. Version 2, alors ça, vous voyez, c'est quand je disais les courants féministes, hein, vous voyez, version 2, ah bah d'accord, tu fais ta révolution ouvrière, etc., puis si ça se trouve, il va y avoir encore la domination masculine derrière. Vous voyez, donc les deux questions qui ne sont pas les mêmes questions se posent. Pardon, excusez-moi, bah ça c'est malin, tiens. J'ai pas mis mes diapos dans le bon sens. Bref. Alors, il y a un point de logique derrière tout ça qui pêche, à mon avis. On se dit, si A a jadis été la cause de B, alors, dans le passé, pour supprimer B, il faudra supprimer A, et c'est pareil, voilà. Ça paraît comme ça, donc si l'exploitation a fait naître la domination masculine, fin de l'exploitation, fin de la domination masculine. Et si vous dites, c'est pas l'exploitation qui a fait naître la domination masculine, ah là, vous craquez tout le raisonnement, et donc à partir de là, c'est la porte ouverte aux gens qui disent le capitalisme peut émanciper les femmes, le socialisme les émancipera pas, enfin vous voyez, vous pouvez tout faire. Alors, est-ce que quand une cause a provoqué un effet, si on supprime la cause, ça va supprimer l'effet? Ça paraît de bon sens, sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, par exemple, faites cuire un œuf.
Prenez un œuf, vous lui apportez de la température, il devient dur. Vous dites, bon bah voilà, l'augmentation de la température étant la cause du durcissement de l'œuf, si je fais rebaisser la température et que je le mets au frigo, il va redevenir cru. Ah ben oui, mais non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que dans tout ça, on a tendance à raisonner toutes choses égales par ailleurs. Alors si vous prenez un glaçon, ça marche. Ben oui. Mais donc avec les œufs, ça ne marche pas. Et avec la société humaine, je pense que ça ne marche pas non plus. On ne peut pas, et c'est l'encadré jaune qui aurait dû apparaître si ce diaporama avait été bien fait et pas à la dernière minute, l'encadré jaune apparaît à la fin. On ne peut pas raisonner aujourd'hui sur ce qu'il faudra, ce qu'il faudrait, etc. pour faire cesser la domination masculine, à partir de ce qui s'est passé il y a 5 000, 10 000, 20 000 ans. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas en tenir compte de ce qui s'est passé il y a 20 000 ans, mais ça ne suffit, ça ne donne pas à soi seul la réponse, exactement comme quelqu'un qui se poserait le problème de décuire un œuf dur. Si vous lui dites c'est en le chauffant qu'il est devenu dur, ça lui fait une belle jambe de bois, parce que c'est pas ça qui va lui permettre de décuire son œuf dur. Ouais. Alors, on est dans une société hors norme. C'est-à-dire que par rapport à l'ensemble de toutes les sociétés humaines, y compris les plus gentilles du point de vue des rapports des genres, type les Iroquois, les Nains, etc., on vit une époque, s'il faut dire formidable, mais en tous les cas unique. On est la seule société connue de l'histoire de l'humanité où on est en train de se poser le problème de la disparition des genres. Ça ne s'est jamais fait avant. C'est-à-dire où on dit pas seulement... Alors, hommes et femmes devraient être égaux, à mon avis, ça ne veut rien dire du tout. Si vous dites les femmes ont le droit d'être boulangers, les hommes ont le droit d'être charcutiers, mais il faut que ce soit égal. Les hommes ont le droit de se coucher tard, les femmes ont le droit de jouer de la trompette à 4h du mat, mais il faut que ce soit égal. Tout ça ne veut rien dire. L'égalité, c'est l'identité sociale. C'est hommes et femmes doivent avoir les mêmes droits, et puis pas seulement les mêmes droits, la même vie. Votre appareil reproducteur ne devrait pas compter ni dans ce que la société vous impose, ni dans ce qu'elle vous suggère avec plus ou moins de discrétion. Voilà, et bien ça, il n'y a aucune société humaine jusqu'à maintenant qui a engendré cet idéal. Je ne dis pas qu'il l'a réalisé, nous on est encore assez loin de l'avoir réalisé. Cela dit, on a fait un bon bout de chemin en réalité, ne serait-ce que toutes les distinctions juridiques entre hommes et femmes, alors il faut vraiment chercher ont sauté du droit d'un certain nombre de pays occidentaux. C'est un truc, il n'y a jamais aucune société humaine. Et je peux vous dire que les Iroquois, ok, c'était pas la domination masculine, machin, mais c'était l'apartheid sexuel. Quand vous étiez un homme, vous faisiez les boulots d'homme, vous alliez à la chasse, vous alliez à la guerre, si vous étiez une femme, vous récoltiez du vin, et si vous étiez un homme et que vous ne vouliez pas aller à la guerre, on vous collait une jupe, on vous les collait dans les trucs de femmes, on disait tu vas maintenant dans les conseils de femmes et tu reviendras dans les conseils d'hommes le jour où tu iras à la guerre. Et c'était et chacun dans sa case. Ok, il y a quelques sociétés indiennes qui disaient oui, mais il y a quand même des gens avec une troisième case, etc. Pardon? Oui, c'est une question? Non. D'accord. J'essaye de ne pas être trop long, j'ai du mal. Alors, en tous les cas, nous, on vit donc dans une époque totalement nouvelle de ce point de vue-là. Alors, comme il m'arrive d'essayer d'être matérialiste et marxiste à mes heures, pourquoi est-ce que cette idée de l'identité des sexes, de la disparition des genres, est née, on va dire, alors, pour les oreilles chastes à l'époque moderne, pour les gens qui sont ici sous le capitalisme, voilà, et sans exception, comment ça se fait que c'est dans le capitalisme que cette idée est née, et qu'elle est devenue petit à petit, sinon dominante, du moins, elle a quand même une certaine audience sociale, en fait. Alors, il me semble qu'il y a deux catégories de facteurs. Le premier, c'est des facteurs techniques et matériels. Une partie des raisons sur lesquelles reposait la division sexuée traditionnelle du travail, a été partie des contraintes ancestrales qui venaient depuis des centaines de milliers, sinon des millions d'années, a été levée par les progrès de la science et de la technique. Tout un tas de travaux de force, quand vous les mécanisez, du coup les femmes peuvent les faire au même titre que les hommes, et un certain nombre de professions traditionnellement masculines peuvent se féminiser sans que ça pose le moindre problème. Un autre aspect, c'est que la maternité, qui était une contrainte extrêmement lourde pour les femmes, et qui des fois, en particulier avec l'agriculture, les femmes
passent en gros leur temps à être enceintes et à élever des gamins les uns derrière les autres. Tout ça en raison en particulier d'une très forte mortalité infantile. Enfin, jusqu'au 19e siècle, un quart des mômes meurent avant 1 an, un autre quart avant 15 ans. Voilà. En gros, la moitié de la population n'arrive pas à l'âge de 15 ans. Donc si vous voulez quelques enfants qui deviennent adultes, il faut en faire le double, statistiquement. Et donc tout ça, voilà. Je n'insiste pas plus que ça, mais il me semble qu'une clé fondamentale de tout ça, c'est que le capitalisme a mis l'argent partout. Il a mis l'argent partout dans les rapports humains, partout entre les travaux humains. Et vous connaissez le proverbe, l'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas non plus de sexe. On compte tout en euros ou en dollars ou en choses comme ça. Et les euros, les dollars, les machins, c'est plus masculin, c'est plus féminin. Là, on est... Heureusement qu'on a fait la piste. Et donc, cette monétisation de l'économie, ça a été une espèce de grande lessiveuse dans laquelle le caractère traditionnellement sexué du travail, il a eu tendance à disparaître petit à petit. Je vais très vite, mais et y compris au niveau même de la force de travail, des gens se retrouvaient côte à côte pour faire le même boulot, exiger du coup la même paye, etc. etc. Je ne dis pas que le mouvement est fini de ce point de vue, il y a encore des tas de travaux sexués, etc. Mais l'amorçage, disons, a été pris. Alors, promis, je m'arrête. Ça, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Alors, est-ce que le capitalisme peut ou pas arriver à émanciper les femmes sans qu'on fasse la révolution avant? Moi, j'en sais rien et ça ne me traumatise pas. Alors ça, c'est un truc important. C'est-à-dire, moi, je pense que ça peut traumatiser des féministes non communistes. Eux, leur problème, ça serait d'arriver à l'émancipation féminine dans le cadre de cette société. Donc, pour eux, c'est une question cruciale. Je crois que quand on est communiste, en réalité, c'est une question assez secondaire. On peut avoir un avis dessus, mais il n'y a pas de vrai enjeu. Le capitalisme, on constate qu'il a une action contradictoire vis-à-vis du rapport entre les sexes. Par certains côtés, il tend quand même à les égaliser. Il y a quand même un sacré chemin qui a été fait depuis le Code Napoléon. Par d'autres côtés, il alimente des trucs bien cravinques, bien réac, bien tout ce que vous voulez, qui tendent à pousser dans l'autre sens. Par moment, ça va plutôt dans un sens, par moment plutôt dans l'autre. Globalement, c'est aller plutôt dans le sens de l'émancipation. Est-ce qu'il est capable d'aller jusqu'au bout ou pas? Je dirais bien, j'en sais rien, et je m'en fous un peu. Voilà. En tous les cas, si le capitalisme arrive à faire cette émancipation des femmes, ça n'est non seulement pas un problème pour les idées communistes, mais à la limite, il déblaye le boulot. C'est ce que les marxistes appelaient traditionnellement les tâches bourgeoises. C'est comme si le capitalisme éradiquait le racisme. Je ne dis pas qu'il va le faire, mais c'est un peu le même dans le truc. Ça nous dérange pas, au contraire, ça nous arrange plutôt, parce que pour nous, c'est plutôt un problème qu'une solution, cette affaire-là. Et l'oppression des femmes, c'est exactement la même chose. Donc à la limite, si le capitalisme nous débarrasse de ça, ça nous fera du boulot en moins. Voilà. J'ai pas répondu au dernier truc. Est-ce que le socialisme nous débarrassera automatiquement de l'oppression masculine? Comme dit le proverbe, les prédictions sont difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir. Donc évidemment, l'argument définitif, c'est comme est-ce que sous le socialisme, il pourrait y avoir encore du racisme? C'est très compliqué d'apporter la preuve définitive de ça. On voit quand même pas bien sur quelle base ça perdurerait. Alors, je sais que c'est un argument faiblard, mais enfin, en même temps, voilà. De tout ce qui alimente la domination masculine aujourd'hui, je manque peut-être cruellement d'imagination. Je vois pas très bien dans le cadre d'une révolution prolétarienne mondiale, etc., ce qui ferait que ça continuerait. Et le petit exemple qu'on a eu avec la Russie montre quand même qu'on a quand même fait des sacrées avancées dans ce sens-là, le peu de temps et dans les conditions pourries qui étaient celles de l'époque. Alors je finis par une brève page de publicité. Voilà, donc tout ça existe sous forme de bouquins, y compris je sais qu'il y a des camarades anglophones, donc il y a même la version anglaise du bouquin. Alors, mauvaise nouvelle, elle coûte un prix de dingue, et bonne nouvelle, elle est sur le Darknet, donc on peut la pirater. C'est pas moi qui l'ai mise en plus, mais ça m'a bien fait marrer. Un petit bouquin collectif justement sur l'archéologie, avec les cas discutés de ce que tu disais tout à l'heure, des sexations de sexe, etc., que j'ai fait avec une collègue archéologue qui s'appelle Anne Augereau. Et là aussi, ça devrait normalement faire une version anglaise bientôt avec des chapitres en plus et tout. Et du coup, une reversion française peut-être avec les chapitres en plus. Et voilà, on ne s'arrête plus. Et puis enfin, vous connaissez peut-être, mais je m'amuse à tenir un blog qui s'appelle donc La Hutte des classes,
où on peut m'interpeller, me poser des questions, me dire que j'ai tort, etc. Et voilà, et n'hésitez surtout pas, vous y serez les bienvenus. Voilà.